Bonsoir à tous, bienvenue pour cette première de Lundi Basket, votre nouveau rendez-vous consacré au basket français. Tous les lundis, en direct sur le parquet de l'affiche de la journée de Pro. On est ce soir au Mans qui accueille Nancy. Et avant ce choc, on va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end sommaire. Villeurbanne surprend le champion chalonnais. Un premier succès plein de promesses pour l'Asvel. Paris démarre bien avec le retour d'Antoine Dio, revenu au sommet de sa forme. 2 ans après son titre de champion, Cholet repart de zéro. Nouveau joueur, nouveau coach pour un nouveau cycle. La première journée se termine ce soir par un choc Le Mans-Nancy. 2 équipes qui peuvent viser le titre cette année. Le Mans-Nancy, coup d'envoi à 20h30. On est avant cela sur le parquet d'Antares. Pour revenir sur tout ce qui s'est passé dans ce premier week-end, il s'est passé beaucoup de choses avec Georges Eddy qui sera avec nous tous les lundis. Laurie. Bonsoir Georges, avec votre œil d'expert. Oui, et il faut dire que tout le basket français attend ce magazine, Lundi Basket, et on a été bien servi par la première journée avec 5 victoires à l'extérieur, une évaluation incroyable de l'équipe de Paris, des matchs à suspense et des grosses surprises. On va revoir tout ça. 2 invités également avec nous qui ont fait l'actualité ce week-end. Philippe Hervé, merci d'être avec nous. Vous êtes bonsoir. L'entraîneur de l'équipe d'Orléans, défaite chez le Paris-Levallois vendredi. Et puis Lucas Webob, intérieur de Cholet, battu samedi par Dijon. Ils sont bien sûr également avec nous. Ils vont vous commenter tout à l'heure ce choc entre Le Mans et Nancy. Il s'agit bien sûr de Jacques Monclar et David Cosette. Messieurs, avec pour cette rencontre, Le Mans qui a à cœur évidemment de bien débuter à domicile. Oui Laurie, bonsoir Jacques. Bonsoir David. Une équipe du Mans qu'on a déjà vu sur Sport Plus lors du tour qualificatif de l'Euroleague. Et même s'ils ont manqué un peu d'essence dans le réservoir sur le dernier match contre Cantoux, ça se passait à Cantoux, ils ont montré de très très belles choses et ils semblent en place, ces Manceaux qui, rappelons-le, ont été finalistes la saison dernière. L'ossature est restée à peu près la même, on verra ça lors du match. Et évidemment, ils font partie des favoris du championnat cette saison. Et Nancy qui a gardé peu de monde, mais du monde quand même. John Linehan, ça aide à la main. Kenny Grant qui est resté. Et puis une base d'équipe quand même intéressante avec l'arrivée de Souleymane Diabaté, avec l'arrivée de joueurs étrangers de niveau, avec l'arrivée de Nick Pop. Et puis dernièrement, celle de Hervé Touré. Et je vais vous dire, quand je vois le cheminement de tout ça, avec bien sûr Jamal Schuller qui reste en figure de proue offensive, je me dis que cette équipe de Nancy peut être un joyeux trublion cette année. Merci messieurs, on va vous retrouver tout à l'heure. On s'intéresse maintenant à votre week-end. On va commencer avec vous, Philippe, et votre défaite avec Orléans sur le parquet du Paris-Levallois. Le PL qui a démarré fort dans le sillage de son nouveau duo, Andrew Albici et Antoine Dio. Clément Cotentin a suivi ce dernier. Regardez. Tous les jours, à tous les entraînements, Antoine Dio doit prendre soin de son dos. Ce dos qui lui a fait connaître une saison blanche l'année passée. Une hernie, 4 matchs joués avec Le Mans. Une fois guéri, Dio avait besoin de changement. C'est le petit supplice tous les jours, Sandra. Ouais, c'est exactement ça. Je suis très très raide, donc il faut s'étirer bien comme il faut pour relâcher le dos. Il a accepté de rejoindre Paris-Levallois, un nouveau coach, Christophe Denis. Ses ambitions et son recrutement prometteur, un international français, Andrew Albici, une ancienne star universitaire américaine, Sean May. De quoi retrouver son sourire, son envie, son adresse. Quand tout vient bien dans la tête, tout va bien dans le shoot. Il le dit assez souvent là pendant les 7 semaines de préparation et nous on en est ravis forcément. Et quand vous privez un jeune joueur comme ça de compétition, forcément quand il revient il est mort de faim. Et quand vous connaissez toutes les qualités humaines d'Antoine, ça va très très vite. Antoine Dio doit aller vite de toute façon. Une nouvelle ville, une nouvelle vie. Il doit aller vite d'abord pour prendre ses marques. C'est vrai que c'est toujours un petit peu spécial de déménager parce que voilà, on sait jamais où sont les choses. Forcément, il faut reprendre ses marques. Donc là, ça commence à venir. Là, c'est bien. Aller vite pour rattraper le temps perdu aussi. L'année dernière, les médecins lui disent qu'une fois opéré, tout ira bien. Mais autour de lui, on commence à douter. Une blessure au dos, ça fait peur, surtout quand on n'a que 23 ans. À force d'entendre les gens dire c'est peut-être la fin de sa carrière,
on se pose des questions finalement. Ça a tourné dans ma tête. Je me suis dit merde, mais peut-être que finalement c'est la fin de ma carrière. Mais ça a été dur mentalement, voir aller à la salle, voir tous les jours les gars s'entraîner, voir regarder leurs matchs et être là et se dire putain, je peux pas les aider quoi. C'est horrible. Sur 7 semaines de préparation, j'ai eu la chance de savoir ce que vous étiez capable de faire. Dans un monde virtuel qui est celui de la pré-saison. On n'est plus dans le monde virtuel aujourd'hui. Ça fait 1 an que j'ai pas joué pratiquement, donc j'ai la dalle, j'ai vraiment envie de jouer au basket. Nous avons des ambitions. Si on prend la décision d'être dur et intense, personne ne pourra nous arrêter. C'est un petit peu ma vie, le basket c'est un petit peu ma vie, donc voilà, là je revis. Allez vite comme le Paris-Levallois dans ce match, comme Antoine Dio en début de partie, 7 points en moins de 5 minutes. Le Paris-Levallois domine avec l'aide de Sean May, meilleur marqueur du soir avec 22 points, avec l'appui de tout le 5 majeur de Paris qui marquera 87 des 93 points du PL. 19 points, 7 rebonds, 9 passes pour l'ex-Manceau et une première victoire avec son nouveau maillot. Dio a faim, il l'a dit, Paris-Levallois peut compter sur lui. Antoine Dio est guéri. Philippe, ils sont impressionnants, ces Parisiens, ou c'est votre équipe qui n'a pas répondu à vos attentes? Je vais me permettre, avant de répondre à la question, parce que là c'est une première, et là je découvre, et on avait parlé de ce magazine, et là il y a un vrai plaisir de le regarder, de le voir là, et d'en être un acteur. Je voudrais féliciter, parce que je les aperçois juste derrière, je voudrais vraiment féliciter la Ligue et M. Béral et le groupe Canal d'avoir pris cette initiative, parce que voilà, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée à notre basket, et merci à vous. Alors la question. Le match. Est-ce que c'est votre équipe qui vous a déçu? Est-ce que ces Parisiens ils sont vraiment impressionnants? Il faudra donner un peu de temps pour évaluer les gens. Ce que je sais, c'est que Paris, on l'a annoncé, est un club ambitieux avec des bons joueurs, un bon entraîneur. Et si la mayonnaise prend, oui, je pense qu'il y a un réel potentiel aujourd'hui à Paris. Alors sur ce match-là, toujours difficile de parler des autres. Nous, ce que je sais, c'est sûr, c'est qu'on était en deçà de notre potentiel du moment. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu un écart et qu'il faut d'abord... le mérite en revient à Paris. Georges, vous avez retenu une stat. Oui, l'évaluation colossale de l'équipe de Paris. 113 devant Gravelines, donc meilleur éval du week-end, avec 4 joueurs à plus de 22 et des joueurs extraordinaires comme RBC avec ses 10 passes, Antoine Dio presque un triple-double, et les deux Américains, Jawad Williams et Sean May, qui à mon avis sont des potentiels candidats pour être MVP étranger à la fin de la saison. C'est rare de voir 4 joueurs dans la même équipe dépasser 20 d'évaluation. Philippe, qu'est-ce que vous attendez de la saison à venir? On imagine évidemment rééditer celle de l'an passé, mais on sait que vous avez perdu beaucoup de joueurs. Oui, on a reconstruit différemment, on se projette plus sur les 2 années à venir, donc on a des jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs. Et la pré-saison ne suffit pas, et on l'a constaté à Paris. Mais on a 70% de notre effectif qui a un gros potentiel de progression. Et qui plus est, c'est un groupe très très intéressant à entraîner, qui est dans cette logique-là. Donc je pense que c'est là vraiment un groupe qui va monter en puissance, qui sera intéressant. Peut-être qu'au début, on va peut-être un peu souffrir, mais je pense qu'on a du potentiel. Après, dans une Pro A toujours aussi dense, difficile, faut pas trop... on va laisser un peu de temps. Faut pas parler trop vite, parce que je pense que... Et on l'a vu à la première journée, vous étiez amusés à faire des paris. J'ai pas fait de paris. On se trompait beaucoup sur les résultats au final, donc on va pas aller trop vite. Il y a eu beaucoup de surprises. Oui, donc beaucoup de clubs peuvent avoir des ambitions.
Lucas, juste un mot sur cette équipe de Paris parce que vous les avez joués 2 fois en préparation, 2 plutôt lourdes défaites pour votre équipe. Une dizaine de points à chaque fois. Ouais, ils sont vraiment forts, ils ont les moyens de faire fort cette saison. C'est vrai que c'est une équipe avec Alamen, Dio et Albici, ils sont vraiment impressionnants, ça va vite, ça défend dur. Antoine Dio, il a faim, c'est le moins qu'on puisse dire, ça se voit, il est vraiment partout, il se bat sur tous les ballons. Et Albici, on le connaît, c'est la même chose. Et voilà, à l'intérieur, c'est pareil, c'est costaud, c'est adroit. Non, ça va être une des grosses équipes du championnat, je pense. Peut-être ça manque un peu de profondeur de banc. Allez, une petite réserve de la part de Georges. On en vient à votre équipe, Lucas, qui débutait à domicile face à Dijon. Cholet en pleine transition après le départ de l'emblématique Herman Kunter. Cholet, année 0, c'est un reportage de Nicolas Bayou. Cholet, champion de France de basket, c'était en 2010. Une période dorée pour le club des Mauges qui a encore vu partir ses meilleurs éléments cet été, dont le MVP français Fabien Causeur parti en Espagne et Herman Kunter, son coach, retourné en Turquie. Samedi soir, dans une Meilleraie toujours pleine, le nouveau Cholet entame sa saison contre Dijon. Nouveau coach et nouveau visage pour ce club historique. Un ensemble de joueurs de bon niveau, avec un coach rigoureux, sérieux, travailleur. Donc si tout ça, je dirais, la mayonnaise prend bien, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de bons résultats cette année. Tout le monde dit qu'on est moins bon, que je suis moins bon qu'Herman Kunter, que les joueurs qui sont venus sont moins bons que ceux qui étaient l'année dernière. Mais j'espère qu'on va s'en servir et que ça va nous motiver encore plus à démontrer le contraire et à démontrer que Cholet est toujours une terre de basket et que on est là aussi pour gagner quelque chose et non pas juste pour remplacer ceux qui sont partis en moins bien. Le club a connu beaucoup de changements, 7 départs et moins de budget. Certains joueurs doivent apporter leur expérience comme Marcus Gorey déjà sous les ordres de Sousa au Havre en 2000-2001. It's mostly just try to get the young guys to understand basketball. It's not just playing the game, it's understanding how to play basketball. Mais cette saison, l'attention sera surtout sur Rudy Gobert, 2m11, 20 ans, attendu dans le top 10 de la prochaine draft NBA. J'espère avoir plus de responsabilités. Et collectivement aussi, la 8e place et au moins gagner un titre. Malheureusement, le premier match de la saison pour Gobert va durer seulement 1 minute 30. Après avoir effectué un contre, le pivot choletais se blesse à la cheville. Premier coup dur pour Cholet qui doit également se passer de Romain Duport et DJ Slaughter. Cela n'empêche pas Cholet de faire un départ canon. Lucas Vebob à l'intérieur, puis Karim Souchu à l'extérieur, arrivé comme pigiste médical. Cholet mène 21-9 en fin de premier quart-temps devant une équipe de Dijon dépassée. Souchu continue son festival, 3 sur 3 à 3 points en première mi-temps. Cholet mène de 18 points, 29-11 dans le second quart-temps. Sonné, la JDA revoit le jour par 2 séquences éblouissantes du surprenant Lun Saboudou. À 22 ans, le frère du Chalonnais Jordan réveille son équipe. Ce joueur montre des qualités physiques hors du commun. Cholet n'a plus que 6 points d'avance, 35-29. Et chez les supporters choletais, la patience est de mise pour cette nouvelle saison. On a du mal finalement un peu à se reconnaître dans cette équipe-là. Il va falloir peut-être un petit peu de temps. Bon, on sera toujours là pour les soutenir, mais c'est vrai que ça fait un gros changement d'un coup. La JDA, elle ne change pas et continue sur le même rythme en deuxième mi-temps. Elle affiche un 6-0 quand TJ Campbell fait passer Dijon devant pour la première fois du match, 37-35. Tout arrive pour Dijon puisqu'après 5 échecs, Jérémy Leloup marque enfin le premier tir à 3 points du match pour les Bourguignons. Réplique instantanée de Rudy Jomby et Cholet repasse devant. L'impact de Jomby se précise un peu plus. Cholet reprend 6 points d'avance. Mais Cholet perd beaucoup de ballons et André Harris finit le match en trombe. Il marque 12 points en deuxième mi-temps. Dijon revient encore. David Mélody réussit un tir crucial à 3 points pour les Bourguignons qui sont devant 63-62. Ce sera seulement le deuxième tir à 3 points réussi du match pour Dijon. 13 secondes à jouer, Cholet est mené de 2 points. Jomby prend un tir à 3 points pour la gagne. Paris perdu, Dijon réussit le hold-up parfait. Ça ne s'est pas joué à grand chose, un peu de lucidité. Même si nous on a perdu 2-3 ballons qu'il ne fallait pas, on aurait peut-être plus facilité les choses. Mais bon voilà, on va retenir la victoire, c'est très positif pour entamer le championnat. Ensemble. Lucas, c'est un nouveau départ pour votre club qui a mal débuté. Effectivement, ça fait beaucoup de changements. C'est vrai que les joueurs de l'année dernière, il n'y en a pas beaucoup qui sont là cette année, quelques Français. Moi, Karl, Romain, c'est à peu près tout. Il va falloir qu'on s'habitue au système du coach,
que la sauce prenne, voilà, que l'alchimie se construise, ça va aller. Justement, votre coach Jean-Manuel Souza, il a une question, vous allez voir pour vous. Regardez. Alors Lucas, je te demande souvent de regarder le cercle en attaque. C'est quand que tu vas nous faire un match à 20 points? Réponse, réaction, sourire. Bien sûr, j'en ai envie. Hein. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un coach qui me demande d'être plus agressif. J'avais un peu perdu cette habitude avec Herman Kunter pendant ces 2 dernières années où j'étais plus sur des missions défensives, plus en tant que soldat. Cette année, il me demande d'être un peu plus agressif et j'espère des vendredis. Alors Philippe, voilà, vous allez laisser l'occasion à Lucas d'en mettre 20 puisque vous allez vous retrouver. Oui, là on donne pas mal de points à l'adversaire, mais bon, on aimerait bien justement régler ce problème rapidement. Vendredi, ce sera à suivre sur Sport Plus. Retour à présent sur le match d'ouverture de la saison. C'était justement vendredi soir le champion sortant Chalon-sur-Saône qui recevait l'Asvel, match à suspense que vous avez pu suivre également sur Sport Plus. Alors on va le revivre de l'intérieur avec des images exclusives. Ce sera le cas chaque semaine. L'inside de Chalon-Asvel. Regardez. Rappelez-vous, il paraît que c'est le meilleur moment pour venir chez nous. N'oubliez pas ce qui s'est passé. If you shoot quick, they score quick. Trouvez cette complicité entre vous, trouvez ce plaisir, soyez des tueurs. 1, 2, 3, C'est parti pour la saison 2012-2013 du championnat de France Pro A. Qui va succéder à Chalon? Il est passé Edwin Jackson, interception de Denman. Qui est au bord du marché à la prise de balle. Contré. Coaché, récupéré. Oh! Vas-y garçon. Voilà, 3 shoots. Un rebond. Voilà qui remplit les stats. Chicago à 3 points aussi. Non, raté. Rebond offensif de Sheldon Williams qui trouve tout de suite Eftimov. Les arbitres laissent jouer. Il a flotté là. Rebond offensif, non, il faut pas. C'est sur le moment. Go! Oui. Et alors Purucce. Un joli passage de la Asvel. On vient. Changez les tactiques, là, on était sur du pouce. D'accord? Attention, dernier ballon. Nicolas Lang. Edmond. Ah oui, c'est pas mal. Et le contre! Quel contre de Amarassi! Et oui, ils ont le temps de marquer sur la contre-attaque, c'est fait! Théo Léon qui signe son entrée remarquablement. Avec une finition main gauche superbe. Et l'Asvel revient à 2 petits points. Bon, c'est une généralité, on n'y est pas défensivement, les gars. Je suis désolé. On n'y est pas. On fait croire qu'on y est, mais c'est pas vrai. On donne trop de points. Qui se les gratte? C'est les forts joueurs. Qui se les gratte, les points? Romaitis, Purucce qui marque. Et une belle envie de se passer la balle de la part de la maison verte. Raté, rebond de Georgie Joseph. Ah, il est là. Ça, lui, il est toujours là. Oh, bien, Pat. Belle attaque. Hey, joli Patch Morland. L'Asvel repasse devant. Abromaitis qui marque. Plus 8. Abromaitis de l'autre côté. Non, pas cette fois. Rebond Chikambu qui lâche vite. Nicolas Lang qui évite Michael Thompson et qui marque. Amarassi face à Black Shield. Amarassi qui se retourne, shoot compliqué. Magnifique shoot de Amarassi. Qui chambre un peu. Et l'Asvel pour l'instant est bien parti pour réaliser l'exploit du jour. Oh bah alors, la balle perdue par Michael Thompson. Et Steve Chikambu qui marque un panier quasiment gratuit. Black Shield se décale, il est tout seul, Nicolas Lang à l'opposé, il ne marque pas. Rebond offensif d'Ilian Eftimov. Black Shield qui joue à son tour à 3 points. Et marque énorme. J'allais vous dire, il vaudrait mieux qu'ils mettent dedans. Sur cette action, ils mettent un Zlatan à 3 points et crac, ils reviennent à un petit point. C'est chaud, David. Oh, puis il la prend, le Spam. Incroyable. Incroyable. Le Spamosaurus qui surgit de la boîte et qui égalise. Quelle finale!
Amarassi à 3 points. Oh, c'est fort. Exceptionnel. Oh, c'est fort. Quelle finale des deux côtés, quel niveau pour un match de rentrée. C'est rare d'avoir un match d'un tel niveau. Thompson, il est pris. Et là-bas, il a mis sur la touche, Jacques. A-t-il été poussé? Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une faute ou pas? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Non. Un point d'avance pour l'Asvel à 8 secondes de la fin du match. Mais la balle de match dans les mains de Chalon. Alors, il y a Eftimov, ligne de fonce, bam, qui ne marque pas. Et l'Asvel s'impose d'un point sur le parquet de Chalon. Exceptionnel. C'est pas de la faute d'un tel ou d'un tel. Souvent, c'est important de regarder. Et de savoir qui veut s'en sortir. C'est important contre ça. Donc, je suis désolé, demain, il y aura un entraînement. Assumez-le, les gars. De temps en temps, dans la vie, les choses sont pas faciles. Il y a que les réactions qui sont intéressantes. Qui c'est là? Ok. 1, 2, 3. Lucas, votre réaction sur ces images-là à l'intérieur du vestiaire? Je pense que voilà, c'était pratiquement un match de play-off au niveau de l'intensité. Comme l'a dit Georges, c'est vrai que pour premier match, c'est rare de voir une intensité pareille. Après, je suis content quand même que Amarassi et Georges Joseph ils aient leur petite revanche des play-offs de l'année dernière. Je pense que ça leur tenait à cœur et je suis aussi très content de revoir Pachilis Morland à ce niveau-là. Allez messieurs, puisqu'on parle de vendredi soir, Georges, on va parler Pro B, évidemment, puisqu'on jouait la deuxième journée. On va commencer avec une image spectaculaire. C'était lors de la victoire sur le fil du Portel, 79-77 sur le parquet de Fos-sur-Mer. Oui, le Portel avait perdu la semaine précédente et gagne à Fos-sur-Mer sur une claquette après un rebond offensif de Charles-Henri Bronchard. Et évidemment, c'est la joie, c'est un exploit d'aller gagner à Fos-sur-Mer pour le club de Portel. Après 2 journées, il y a 5 équipes invaincues on va au Pro B. découvrir les résultats, effectivement. Tous ces résultats de cette deuxième journée de Pro B avec vous, Georges. Donc vous voyez les résultats et sachez que vendredi, il y a déjà un match au sommet. Bourg-en-Bresse va recevoir Pau. On signale bien sûr la deuxième défaite de Saint-Vallier. C'était sur le parquet de Boulogne, c'était samedi. Après prolongation, tout de même le classement, 100% de victoire. Donc pour Antibes, Bourg-en-Bresse, Pau-la-Cortèze, Évreux et Charleville-Mézières. 0 pour le SVBD. C'est le cas aussi de Fos, de Bordeaux, de Nain et Vire-Toulon. Le Pro B va être passionnant cette saison, Laurie. Et on va passer de la Pro B, Georges, à Limoges, qui faisait son retour sur les parquets de Pro A. C'était samedi à Nanterre, une soirée que nous raconte Clément Cotentin. Panagiotis Giannakis, le coach grec, pour son premier match de Pro A sur le banc de Limoges, soutenu par une 60aine de supporters survoltés. Nanterre accueille le promu le plus célèbre de France et prend les devants en début de match. Mais c'est Limoges qui a un point d'avance à la mi-temps, emmené par un Joseph Gomis qui finira le match à 13 points. Plus 10 à la fin du troisième quart-temps, Limoges part pour un premier succès tranquille derrière les 18 points de Kyle McAlarney. Mais 2 paniers à 3 points de Xavier Corozide, meilleur marqueur du match avec 19 points, remettent Nanterre dans la partie. 2 points d'écart, moins de 10 secondes à jouer. Corozine, le héros nantérien, a le shoot pour la gagne. Johan Passaf-Ductaï prend le rebond mais manque le tir pour la prolongation. 70-68, Limoges s'est fait peur mais s'impose. Attention, Limoges est remonté. On n'a rien lâché, on a continué à défendre dur, on n'a pas été bien en attaque, on n'a pas su alterner. Mais le plus important, c'est la victoire, on l'a fait, on va corriger pour la semaine prochaine. Ce soir, on s'en sort bien. On va retenir la victoire, les plus 2 à la fin. On avait le match gagné dans le 3e quart-temps, dans le 4e, c'était fini. Et on voit qu'on est extrêmement fragile pour le moment, que la saison va être longue, qu'elle va être dure, extrêmement dure. Mais que, bon, voilà, celui-là, il est pris, on est très content, voilà.
Georges, retour réussi pour Limoges, même si les Limougeaux se sont fait peur. Le CSP qui vit une nouvelle remontée. La dernière, ça avait été très compliqué. Cette fois, c'est la bonne. Je pense que cette année, ils peuvent envisager un maintien plutôt serein avec un coach prestigieux, peut-être le plus prestigieux depuis Malkovich qui est arrivé, coach Yanakis, le grec, champion d'Europe en tant que joueur et coach, et puis vice-champion du monde avec la sélection grecque en battant la Dream Team en 2006. Donc c'est vraiment un monsieur et il a une équipe vaillante à sa disposition. On va l'écouter, ce monsieur, c'était juste après cette victoire. Limoges was very hot for the team. I remember when I was a player. If you remember me, I was a player also. And I feel very warm when I play against Limoges. I expected from them to have a lot of support to my players because they need to have support because most of them they don't play so much in the last seasons, French players. And the newcomers, they came this season and they don't know the French basketball so well. So I'm expecting from the fans to become my assistant to help my players. Votre avis Hervé, sur l'arrivée de cet entraîneur avec un tel palmarès? On s'en réjouit. Tout simplement parce que, on sait, c'est des grands coachs européens, mais au même titre qu'un Luka Pavicevic à Rouen, je trouve que c'est des gens qui s'inscrivent bien dans le basket et qui sont très respectueux de notre basket, qui savent toujours, vous les écoutez dans les interviews d'avant-match, toujours valoriser le club adverse, l'équipe adverse, le coach adverse. Des gens très très respectueux, donc je pense que c'est des gens qui peuvent nous aider à grandir, donc on peut que se réjouir de les voir dans notre championnat. Alors Georges, vous avez rencontré le président de Limoges, on l'a vu, Frédéric Fortet, un long entretien que l'on retrouvera tout à l'heure à la mi-temps. Petit teaser d'abord. On a plus cru en moi que moi j'ai cru en ma carrière. J'ai toujours choisi pas le meilleur club, pas la meilleure équipe, mais le meilleur entraîneur possible. Parce que justement, j'ai toujours eu cette frustration de dire je suis pas grand, je suis pas rapide, je suis pas adroit, je cours pas vite, je saute pas haut, je touche pas le filet. Et à un moment donné, pour jouer au haut niveau, il fallait bien que je me nourrisse de l'expérience de mes entraîneurs. Alors Georges, parlez-nous de ce nouveau rendez-vous intitulé « Et dis-moi tout ». Ça commence bien avec Frédéric Fortet que j'ai coaché en Benjamin à Caen. Et il faut savoir que chaque semaine, on va essayer d'aller connaître les grands personnages du basket français dans leur intimité. C'est pas vraiment l'actu du moment, c'est le life story. Et ça commence très fort avec Frédéric Fortet. Allez, on va parler maintenant de l'autre promu, Boulazac, qui a joué samedi son premier match dans l'élite, la petite ville de Dordogne, qui compte bien s'y installer. À la découverte de Boulazac, c'est avec Nicolas Bailly. Boulazac, 7000 habitants, sa rivière, son église, et puis c'est tout. Presque tout, car depuis 4 ans, un nouveau monument trône dans ce village. Le Palio, une salle de basket moderne de 5000 places, où l'on pourrait presque y mettre tous les Boulazacois. Depuis 10 ans et la Nationale 2, c'est une histoire en accéléré que vit ce petit coin de Dordogne. La montée en Pro B en 2005, une salle construite sur des marécages en 2008, puis le Graal l'an passé, l'accession en Pro A et la finale de Pro B à Bercy contre le Grand Limoges. On a vécu mois de mai, mois de juin l'année dernière, 23 bus à Bercy, enfin, des choses que personne n'avait pu imaginer pour la Dordogne et pour une ville comme la nôtre. Donc tout ça, c'est une histoire d'amour, une histoire de passion. C'est une histoire magnifique, c'est une histoire extraordinaire surtout, parce que si on s'en tient à ce que les gens disent autour ou ce qu'ils disaient maintenant, voilà, c'est que Boulazac, c'est pas une terre de basket. Boulazac, c'est un trou paumé. Boulazac, on a tout entendu, tout lu. Ici, en Périgord, il y a des gens, en particulier des personnes âgées, qui suivent et qui écoutent tous les matchs de basket. Ils savent pas que ça se joue avec un ballon rond orange, mais ils savent qu'il y a du basket à Boulazac. Le personnage central de cette réussite, c'est lui, Jacques Ozou, président du club et maire depuis 25 ans. Un homme de caractère également, lorsqu'il rencontre sans le savoir le futur entraîneur de son équipe pour la première fois. À un moment donné, on a traversé, il a fallu qu'on se sépare d'un coach. Et évidemment, les agents l'ayant appris, on me propose Sylvain Lautier. Je dis non, mais ça ne va pas. C'est pas possible. C'était à Levallois, on s'était vraiment accroché. Parce que bon, Sylvain, il a son tempérament. Moi, je crois ne pas être un feignant à la matière. La deuxième fois où je le vois, ça se reproduit comme la première. Et toujours un peu exubérant, toujours un peu
supporter excessif. Premier temps mort. Et là, je lui dis, mais monsieur Pépone, vous pourriez vous taire. Et là, il y a eu un gros silence. Je crois que le surnom, de temps en temps, il reste, j'en suis désolé. Et ça se passe très bien avec lui. Et j'étais d'ailleurs un peu surpris qu'il ait fait appel à moi après cette un peu mésaventure. Pas facile aussi pour un joueur US de débarquer ici. Amadi Mackenzie, originaire d'Atlanta, se souvient être arrivé sur une autre planète il y a 3 ans. And I'm from a really big city in America, so it's kind of difficult going to an environment like this. But you know, the club is really good, and the fans are really good, and the people are really good here about making you feel like you're at home. Sur les 4 Américains, sur les 5, il y en a 4 qui sont papas, qui ont leurs épouses. Donc on essaye quand même parce que bon, ici, la vie nocturne est quand même réduite. Hein. The wine is fine, but not foie gras. No, foie gras is terrible. But everything else it's not so bad. You know, the baguettes are good. I eat a lot of baguettes, a lot of croissants. Avec sa salle, son public et ses 370 partenaires privés, Boulazac rêve d'exister en Pro A. Cette année, l'objectif c'est de gagner 12 matchs. Et donc je dis il faut s'habituer à en perdre 18. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que l'enthousiasme baisse. Allez, alors que les joueurs évidemment sont à l'échauffement, le coup d'envoi de Le Mans-Nancy dans une dizaine de minutes. Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe, cette arrivée de Boulazac, de cette petite ville de Dordogne dans l'élite? Oui. Ça m'inspire de la crainte. Parce que, oui, petit village, mais alors qui s'est déjà doté d'un outil de travail. Une superbe salle. Le palio qui est vraiment superbe. Et puis, voilà, il suffit de les écouter, le président, l'entraîneur, les joueurs. Il y a de la passion, beaucoup de passion là-bas. Et je pense que on va être quelques-uns à passer des soirées pas faciles dans le palio, même si ça n'a pas souri pour la première journée. Donc, non, c'est très bien pour le basket français. Il y a un public, il y a tout ce qu'il faut pour monter un vrai club de Pro A qui pourra ambitionner quelque chose dans les années à venir. Oui, genre justement Boulazac qui a mal commencé en s'inclinant face au Havre. Oui, la marche entre le Pro B et la Pro A est une marche très haute. Et la bonne affaire, dès le premier match, c'est pour l'équipe du Havre. Avec le plus petit budget, c'est une victoire avec plus 20 à l'extérieur contre un adversaire direct. C'est important pour le maintien. Et ils ont bien recruté avec ce petit budget. Fofana, 100% de réussite, est arrivé de Lasvel. Ils vont peut-être regretter son départ bientôt d'ailleurs. Bernard King a quitté Nancy, il met 18 points. Et le Roumain, le pivot Vlad Moldivinou, 21 points. Il faut savoir que sa mère est présidente de la fédération roumaine. Donc c'est une équipe assez intéressante finalement, la Havre. Un autre résultat, Georges, avec Poitiers qui a créé la sensation en allant gagner à Rouen. Et on l'a dit, il y a eu beaucoup de surprises ce week-end. Oui, c'est ça. Rouen a changé à 100% son effectif, 75% seulement pour Orléans et Cholet. 100% pour Donc, Rouen. il y a du boulot, mais il y a beaucoup de talent dans les joueurs qu'ils ont choisis là-bas. Ils vont avoir besoin de temps. Mais bon, Poitiers, c'est un peu comme l'histoire du Havre. Ils ont bien recruté. Ils ont un trio de joueurs américains. Ils ont mis 51 points. Justin Gray, Anthony Smith, Monsieur Donkorama, on va voir si c'est un joueur athlétique. Et Nivani, le pivot. Donc là, attention, ce trio, c'est également un très bon recrutement avec des petits moyens. Donc c'est un bon signe pour l'avenir pour eux. Et puis un dernier résultat logique, celui-là on peut le dire, Georges, avec la victoire de Gravelines à la maison, c'était contre Strasbourg. Enfin un résultat logique, Laurie. Bon, là c'est entre deux prétendants au titre, parce que Gravelines et Strasbourg, avec deux très grands coachs et aussi beaucoup de talent dans leurs effectifs, ils vont chercher le Graal. Mais bon, Gravelines s'impose à la maison et c'est tout à fait logique avec un Ak Pomeda à 10 rebonds, Juby Johnson à 15 points. Mais bon, toute l'équipe de Gravelines a participé à cette belle victoire contre Strasbourg. Allez, on va faire le point sur tous les résultats avec cette première journée qui a été marquée par 5 succès à l'extérieur, puisque seul le Paris, le Valois et Gravelines, pour l'instant, avant le Mans-Nancy, ont donc gagné à la maison le classement avant ce match de clôture. Classement qui, évidemment, pour l'instant, ne veut pas dire grand-chose après une seule journée. En première page, bien sûr, les équipes victorieuses, plus Chalon d'ailleurs, un nouveau système de
classement, vous le découvrirez pour cette saison. On utilise désormais le pourcentage de victoires en remplacement du nombre de points. Messieurs, qu'est-ce qui vous a marqué? Lucas, on commence avec vous. Sur cette première journée, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première journée? Personnellement, je reviendrai sur la victoire de l'Asvel à Châlons. Ça reste quand même le champion en titre, l'équipe qui a fait un triplé l'année dernière. Même si on les sentait un petit peu moins bien durant la pré-saison, ils ont quand même, il fallait quand même le faire, aller gagner à Châlons. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont le faire cette année. Je pense que dans pas longtemps, ils iront beaucoup mieux. Et voilà, franchement, un gros bravo à l'Asvel. Philippe, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, ce premier week-end? Toutes ces victoires surprises, parce qu'on ne les attendait pas. Alors après, la pré-saison, on se fait une idée, mais bon, elle est toujours plus ou moins fausse. Et la première journée est venue nous le rappeler, que rien ne sera évident pour qui que ce soit, où que ce soit, contre qui que ce soit. Voilà, donc il vient confirmer la densité de ce championnat et qu'au final, il n'y a pas de petits. Comme je ne pense pas qu'il y aura deux gros qui, comme la saison dernière, Châlons et surtout Gravelines, qui ont vraiment archi dominé la saison régulière. J'y crois moins cette année. Je pense que ce sera plus dense encore. Et voilà, donc il ne faudra pas faire de faux pas. Essayer de gagner les matchs qu'il faut, surtout à domicile. Et puis voilà, il faudra cette forme de constance pour ne pas subir un championnat qui risque d'être compliqué. Georges, votre MVP de cette première journée? Nous avons choisi Antoine Dio. C'est le joueur qui s'est approché le plus d'un triple-double, 18 points, 9 passes, 7 rebonds. On aurait pu choisir un de ses 3 coéquipiers qui ont fait une super aval aussi. Mais son retour après une année de galère à cause de cette blessure au dos, ça nous fait chaud au cœur. C'est une bonne nouvelle pour Paris, mais également pour l'équipe de France, Laurie. Vous auriez choisi qui, messieurs? Certainement le même joueur, c'est vrai que voilà, le triple-double, on n'en voit pas souvent. Merci Lucas. Je t'en prie. Merci de valider le premier MVP de Georges. Non, et puis c'est vrai qu'il revient de loin. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Philippe? Je valide parce que il y a le plaisir de revoir Antoine. Bon, on sait les galères qu'il a vécues. Un joueur français briller aussi. C'est un joueur français. On se faisait la remarque avec Christophe Denis, on échangeait après le match, on parlait d'intelligence, et puis là on voit Antoine nous passer devant, et tous les deux unanimement on dit voilà, c'est ça l'intelligence de jeu. Donc ça, c'est des joueurs que tous les coachs ont envie d'avoir, et là le voir dès maintenant, on ne l'attendait pas, hein. On avait tous peur pour lui, et au final il est là, il est présent, il fait ce qu'il a fait. On peut être que voilà, donc MVP, oui, Antoine. C'est un nouveau joueur aussi parce qu'il a shooté 18 fois. Ça doit être la première fois de sa carrière pro qu'il tente autant de tirs. Une petite image maintenant, puisqu'on approche de la fin de cette émission et surtout du coup d'envoi de Le Mans-Nancy. Alors vous l'avez peut-être déjà vu, c'est sûrement d'ailleurs, mais vous allez voir, on ne s'en lasse pas. C'est la Moncho Dance. Vous la connaissez? Vous l'avez vu cet été, la danse de Jean-Luc Monchot. On va la redécouvrir avec grand plaisir. Regardez ça. Jean-Luc Monchot détendu. Alors on le rappelle, c'était lors de l'échauffement d'un match de préparation. C'était à l'Open de Carmin face à Ostende. Un commentaire à faire? Non, mais bon, déjà il est là, on peut peut-être lui demander un petit... Il a un très bon jeu de pied. Ah, il est excellent. Non, mais bon, moi je les ai croisés, on s'est croisés 3 fois en pré-saison, donc beaucoup. Et c'est à l'image un peu de son groupe. Je trouve qu'il y a une très belle alchimie dans le groupe de Nancy. Et Jacques en a parlé, attention à Nancy. Et je trouve qu'il y a une bonne relation entre les joueurs, coach-joueurs. Certainement que c'est peut-être ça qui est la valeur ajoutée de Nancy aujourd'hui. Justement, on va retrouver nos deux ambianceurs à nous, David et Jacques, pour nous parler avant ce choc entre Le Mans et Nancy d'un duel de meneurs à venir. Oui, ce sont des petits, mais quel talent pour les deux. Déjà, il y a celui que l'on connaît depuis si longtemps. Il a joué à Strasbourg, il a joué à Cholet, il a joué à Paris et à Nancy depuis quelques saisons. C'est bien sûr le virus, John Linehan, qui ne s'est pas fait embêter par ce joueur sur les parquets de Pro A, élu plusieurs fois meilleur défenseur du championnat. Un petit joueur avec un formidable talent, et c'est encore lui qui va tenir cette équipe à bout de bras. Et en face, Jacques. En face, une nouveauté
une demi-nouveauté parce qu'il était passé à Strasbourg il y a une dizaine d'années, Rally Delamine, sorti d'une université formidable. Et un joueur de petite taille aussi, très physique, très tonique. Mais pas le même gabarit. Ah non, plutôt genre Bouboule. Ils lui ont posé la tête directement sur les épaules. Il n'y a pas de coup. Mais fort joueur et capable de porter son équipe. On l'avait vu. Lucas Vebob va s'en souvenir avec Lietuvas Rytas face à Cholet Basket en Euroleague il y a 2-3 ans. Et ce sera évidemment l'un des duels de la soirée, Laurie. Et David et Jacques, bien sûr, on va vous retrouver dans quelques instants. Messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce premier lundi basket. Philippe, Lucas, on vous souhaite, et non pas Philippe Lucas d'ailleurs, on vous souhaite une très belle saison, un très bel affrontement vendredi. Revenez quand vous voulez. Georges, vous revenez le lundi. Oui, Limoges, Strasbourg, dans belle affiche encore. Hâte d'y être. Merci en tout cas à Alexandre Piguet qui a préparé cette émission, à Jérôme Ménat, Nicolas Bayou et Clément Cotentin. Tout de suite, bien sûr, le match, juste après une petite pause.